Bienvenue à une toute nouvelle émission de Pour votre information. Très content d'être avec vous. J'espère que vous allez bien à la maison. Avec notre menu que je vous présente à l'instant de cette émission, à quelques semaines de votre vote, date butoir pour tous les candidates et candidats qui tentent de vous séduire pour avoir donc soit le rôle de maire ou de mairesse de Laval le 7 novembre prochain. Eh bien, on continue notre série de présentations et de rencontres avec nos candidats et candidates à la mairie de Laval. Cette semaine, M. Michel Trottier de Parti Laval sera avec nous. Également, Louise Simard, autrice, qui va venir présenter son dernier ouvrage. Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler d'ailleurs de sa perception, sa critique sur le plus récent James Bond, No Time to Die. Valérie Deslandes, également hypnothérapeute, viendra nous parler de ses interventions qu'on peut faire avec l'hypnose, les bienfaits auprès de la clientèle jeunesse. Valérie Laflamme viendra nous parler des tendances de vêtements et vraiment accessoires de mode pour cet automne et cet hiver. De même aussi que Isabelle Dominique-Cros qui viendra nous parler d'entraînement. Je vous souhaite une excellente émission. Avec l'actuelle campagne électorale municipale, l'aboutissement, ce sera le 7 novembre prochain. Vous aurez un choix à faire parmi les candidates et candidats de cette élection municipale. On les reçoit tour à tour et aujourd'hui, M. Michel Trottier, donc, qui est candidat à la mairie, évidemment, avec son parti dont il représente, le Parti Laval. Merci d'être avec nous, M. Trottier. Merci de l'invitation, c'est apprécié. Je lance tout bonnement cette question-là et c'est comme ça que je commence chaque, d'ailleurs, rencontre avec les candidates et candidats. Pourquoi vous voulez être maire, donc, de Laval? Moi, j'ai été impliqué comme président de l'Association des résidents de Champfleury de 2009 à 2013. Donc, je redonnais à ma communauté quand mes enfants sont partis de la maison. Et 2013, il est arrivé les événements Vaillancourt. Oui. Et là, tous les membres du conseil sont partis. On demandait des nouvelles personnes en politique municipale. Et j'ai décidé de me lancer comme indépendant seul. Et c'est là que j'ai gagné. J'ai battu les 5 partis politiques et de fil en aiguille, on est arrivé là. Puis je trouvais que c'était la plateforme ou l'endroit plutôt qui me donnait la chance de continuer le mandat que j'avais pour mes citoyens dans Champfleury, mais de l'appliquer sur Laval au complet. Moi, je pense qu'on peut apporter Parti Laval beaucoup aux Lavallois. Oui. Et justement, quels sont vos engagements pour, donc, si jamais vous êtes élu le 7 novembre prochain, que vous désirez réaliser au cours des 4 prochaines années? Je vais parler de quelques-uns. On a quand même un programme, un nouveau mode de ville qui est extraordinaire, 73 engagements, mais je vais vous parler de 2-3 principaux. La sécurité dans les rues. Donc, tout le monde nous demande d'agir sur la vitesse, sur la possibilité de se déplacer à pied et à vélo de façon sécuritaire. Donc, nous, on aura des mesures d'atténuation de la circulation. Donc, plus de 1000 down dans notre mandat. Et le convivial que vous désirez faire? Oui, parce que si on pense à un mode de vie physiquement actif puis on veut que les gens aient des services de proximité, bien, il faut pouvoir le faire à pied, à vélo, puis de temps en temps en voiture, évidemment, là, mais il faut que tout ça puisse se faire de façon harmonieuse. L'autre élément qu'on veut travailler beaucoup à Laval, où il y a des lacunes majeures depuis 30 ans, c'est les infrastructures de proximité. Depuis 30 ans, il n'y a pas eu de piscine intérieure construite à Laval, il n'y a pas eu d'aréna, et on est la ville au Québec où il y a le moins d'infrastructures publiques par 100 000 habitants. Pour les desservir. Donc, des villes les plus populeuses aussi, là. Tout à fait. Donc, depuis 30 ans, on a augmenté de 150 000 de population, puis on n'a pas plus d'infrastructures. Ça fait que les gens demandent des piscines intérieures, des arénas. Et là, il y a des nouveaux sports qui émergent beaucoup, le basketball. Donc, les gens, les associations de basketball et de soccer nous demandent d'avoir des centres intérieurs. Donc, on ira là-dessus. Et évidemment, l'environnement. Oui. L'environnement, un enjeu majeur, et nous, on a des engagements très fermes d'atteindre les objectifs que la CMM avait fixés. Donc, ça veut dire 17 % de protection du territoire. Nous, on veut protéger 90 % des milieux humides de Laval, tandis qu'actuellement, le plan ne prévoit que 67 %. Et évidemment, 30 % de canopée, donc planter 100 000 arbres au cours des 4 prochaines années. Puis ça, on va le faire en collaboration avec les citoyens et les organismes, puis on va y arriver à rendre notre ville
plus environnementale. Plus verte aussi. Plus verte, oui. Et parmi ces engagements-là, je veux vous entendre sur certains dossiers peut-être qui préoccupent les gens, oui. de par l'actualité, de par aussi ce que j'entends évidemment sur le territoire comme vous aussi, Lavallois. Entre autres, la sécurité dans les quartiers. Vous avez parlé de sécurité routière, oui. mais sécurité, on peut le dire, publique également. On n'a qu'à penser aux événements qui surviennent avec les armes à feu, avec présence. Oui. On ne va pas se leurrer de gangs de rue ou autres groupes criminalisés sur le territoire lavallois. Tout comme la grande région de Montréal, il y a des incidents recensés dans l'actualité dernièrement. Comment comptez-vous assurer la sécurité des Lavalloises et des Lavallois concernant ces enjeux-là, qui sont quand même très importants pour les familles et les aînés aussi, là? Oui. Bien, ces enjeux-là ne peuvent pas se travailler de façon uniquement municipale. Donc, il faut le travailler avec les paliers supérieurs. Le gouvernement provincial a un impact majeur sur la sécurité au Québec. Et nous, on va faire notre part avec notre corps policier qui fait un excellent travail. Mais par contre, Laval a besoin d'un leadership et d'une écoute à Québec. Actuellement, on n'en a pas. Donc, ça nous prend quelqu'un qui va aller interpeller les instances gouvernementales pour dire, écoutez, on fait un plan de match, là. Il faut à Laval, là, on est rendu avec des problématiques qu'on n'avait pas avant. Puis il faut que ça cesse parce qu'il y a de l'insécurité au niveau des citoyens. Puis il y a quand même eu des événements malheureux dans les dernières semaines et derniers mois. Donc moi, je compte bien supporter notre corps policier, travailler avec le chef de police pour voir comment on peut remédier à ce problème-là. C'est-tu augmentation de ressources, nouvelle façon de faire notre police à Laval. Et évidemment, le gouvernement provincial doit faire son pas pour nous aider là-dedans dans le contrôle des armes à feu et le gouvernement fédéral, évidemment, aussi. Oui. Également, on va aussi parler de l'écart de richesse qu'il y a. On remarque que juste pour une famille, avoir un logement, c'est devenu de plus en plus cher. Pour se porter acquéreur d'une maison, c'est exactement aussi de plus en plus cher aussi le niveau qu'on demande aux citoyens de payer, autant pour se loger dans une résidence que dans un logement. C'est deux classes différentes, oui. On se comprend, mais puis la question est très vaste, mais est-ce que vous comptez quand même agir pour aider les citoyens moyens dans ces deux zones-là que je vous ai énumérées comme images, là? Il faut absolument mettre en place des moyens pour que nos jeunes et nos familles demeurent à Laval. Là, actuellement, avec la hausse des prix des maisons, je suis fort inquiet de l'exode vers la 3e et la 4e couronne. Et ça, pour l'environnement, ça serait très mauvais. Donc, il faut que localement, la Ville mette à la disposition des organismes, des terrains pour le développement de logements sociaux, de coopératives d'habitation. Mais il faut fournir des logements pour nos familles et surtout des logements avec des 3 chambres. Parce que là, actuellement, on a beaucoup d'immigration. Deuxième ville au Québec où il y a le plus d'immigrants qui arrivent sur notre territoire. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont souvent des plus grosses familles, plusieurs enfants. Donc, il faut les loger convenablement. Et Laval doit faire sa part. Donc, on doit densifier certains secteurs et on doit permettre l'accessibilité à des logements à nos familles. Il nous reste 30 secondes, mais je vous laisse quand même la parole pour convaincre les Lavalloises et Lavallois de voter pour vous le 7 novembre prochain, ce que je laisse à tout candidat et candidat. Oui. Donc, le mot de la fin est à vous. Bien, moi, je pense que si vous allez lire notre programme, si vous allez vous informer de ce que Parti Laval est, vous allez nous adopter. Nous sommes un parti de proximité. On veut remettre dans les quartiers tous les services nécessaires pour qu'une famille puisse bien vivre. Et c'est l'engagement que je fais très ferme. Les gens vont être fiers de leur ville puis vont l'aimer après que Parti Laval soit au pouvoir. On vous souhaite la meilleure des chances pour le 7 novembre. Bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est autrice de plus de 25 ouvrages, romans, essais, livres jeunesse et je suis très content de vous faire découvrir sa nouvelle publication du nom de La vieille maison, Louise Simard, qui est avec nous par le truchement de la technologie. Bonjour, Madame Simard. Bonjour. Vous abordez beaucoup, dans ce livre-là, l'histoire de vos personnages principaux. C'est un échange entre plusieurs générations, c'est-à-dire entre grands-parents et petits-fils dans certains cas. Puis, est-ce que c'est la récente pandémie qui vous a peut-être un peu, disons, influencé dans l'angle ou dans l'intrigue de votre livre, en ce sens où on a malheureusement perdu beaucoup de nos grands-parents, de nos parents qui étaient plus âgés. Est-ce que ça a été un motivateur pour pouvoir écrire cette histoire? Non, parce que le livre était écrit avant la pandémie. Alors, on avait commencé le travail de révision et tout ça
Cependant, cette question de conserver ou de peut-être le patrimoine, le vécu, la richesse de nos personnes âgées, je sens comme une envie de valoriser toutefois ça, ce legs-là de nos personnes âgées. Et pourquoi pour vous c'est important? Oui, vous avez absolument raison. Je dois dire, j'ai écrit mon premier roman en 1980 et le premier mot de mon premier roman, c'était grand-mère. OK. Alors, c'est pour vous dire que ça date pas d'hier. J'ai eu toujours une fascination pour les personnes âgées, probablement parce que j'ai été très, très, très près de ma grand-mère. Je peux dire que c'est elle qui, en partie, m'a élevée pour toutes sortes de conditions familiales. Alors, je pense que dans tous mes romans, ou à peu près, il y a un grand-parent quelque part. Et ce personnage-là, Jérémie, qui est à peu près un des personnages principaux. Je ne peux pas dire qu'il y en a juste un, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. C'est un personnage dont je m'étais servi dans mon précédent roman. Mais on savait juste de lui qu'il était gentil, une bonne personne, avec un regard très mélancolique et qui vivait avec son petit-fils. Et quand j'ai voulu écrire un autre roman, ce personnage-là me trottait dans la tête. J'avais toujours envie de dire, oui, mais c'est qui, Jérémie? Ça vient d'où? Pourquoi il est avec son petit-fils? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce roman-là. Et d'ailleurs, La vieille maison, on comprend en voyant aussi votre couverture un peu, puis bon, en dressant quelques idées de la genèse de l'écriture. Pourquoi vous en êtes peut-être dirigé vers ce titre-là, mais justement, pourquoi l'image, le titre de La vieille maison, c'est peut-être le fil conducteur de la suite pour vous? Pourquoi c'est important? Oui, finalement, La vieille maison, c'est un personnage quand même important dans le livre parce que c'est à partir de... En fait, c'est Jérémie qui rachète la vieille maison de son enfance qui a été abandonnée pendant plusieurs années. Et c'est à partir de la vieille maison que tous les souvenirs vont revenir, que des choses vont s'éclairer, que le petit-fils va comprendre des choses. Alors, c'est vraiment la base, c'est le fait de se retrouver dans ces vieilles choses, dans ce décor qu'il a connu enfant, où sont passées plein de choses, drôles et moins drôles. Alors, c'est ça vraiment qui donne le départ à la réminiscence, au souvenir, finalement. Moi, je dois vous dire, je suis originaire d'une région, de la ferme. J'habite dans une maison centenaire qui appartenait à mon grand-père, que mon père a bien évidemment acheté, puis a racheté l'entreprise familiale, la ferme. Donc, je sentais un sentiment d'appartenance dans ce qui est une vieille maison qui a du vécu, qui a du passé. Je me sentais inclus, même si je suis un jeune trentenaire. Donc, je pense que le lecteur, la lectrice peut se sentir de tous âges impliqué dans le livre. Est-ce que pour vous, de vivre à Stokes, un peu plus dans la campagne en Estrie aussi, autour de vous, ce que vous avez comme décor, ça vous influence beaucoup pour écrire, oui? Oui. J'ai toujours écrit en regardant les arbres. Du plus lointain que je me souvienne, j'ai vraiment besoin de ce décor-là. Puis je pense qu'on le sent quand on lit mes livres. La nature est très, très, très importante. Oui, puis non seulement la nature, mais on sent, parce que je sais que vous êtes une adepte de la photographie, donc les images et de façon imagée aussi. On peut le constater dans la vieille maison. Il y a comme une sorte de film que je peux voir, que je peux être capable de me construire l'image, le lieu, l'image aussi des personnages. Pour vous, c'est important aussi cette espèce d'écriture cinématographique, je vais me permettre le terme? Oui, c'est très important. En fait, j'y pense même pas. Puis on me dit ça presque à chaque livre. Que souvent on me dit « Ah, ça ferait un film. Ah, je vois des images quand je le lis. » Je sais pas, je suis très, très, très attentive à ce qui m'entoure. Quand je fais de la photo, c'est vraiment dans les petits détails. Là. Il va y avoir une ombre de fougère sur un champignon. Moi, ce sont tous ces petits détails-là qui m'intéressent. Alors, je pense qu'inconsciemment, je remets ça dans mon écriture. Oui, on voit, oui, puis le choix des mots, vous dites, vous êtes vraiment attentive aux détails, mais je trouve le choix des mots également que vous avez, que vous soigneusement sélectionnez, c'est aussi précis, puis c'est remarquable aussi dans vos œuvres et dans celle-ci, je trouve. Ah, bien merci. Ça vient probablement du fait que j'ai écrit beaucoup de romans historiques.
Puis dans le roman historique, il faut faire vraiment des recherches pour savoir si un soldat porte un certain chapeau, savoir comment il s'appelle le chapeau. Ouais. Alors, on peut faire des recherches pendant 4 heures pour trouver comment son vêtement, comment, je sais pas, un objet dans une maison, comme le vrai mot. Alors, je pense que ça vient un peu de là aussi. Est-ce que vous vous attaquez à une prochaine œuvre, par exemple? Actuellement, êtes-vous en train avec une ébauche de quelque chose ou... Oui. On va revenir au début de l'entretien. La première phrase du prochain livre, c'est « Il y avait ces femmes. OK. » Des femmes fortes de corps et d'âme. Alors, tout de suite, je pars encore chez les grands-mères, chez les ancêtres. Je pense que je reste fidèle à mes thèmes, finalement. Je me permets une question personnelle. Êtes-vous vous-même une grand-mère, une grand-maman? Non, j'ai une fille, mais elle n'a pas eu d'enfant. Par contre, j'ai 2 petits-enfants par son conjoint. Oui, par alliance, oui. Mais ils sont très loin, ils sont en Australie. Alors, je ne peux pas me contenter pour les gâter. Mais quand même, il y a un certain contact avec une jeune génération que vous pouvez vous baser aussi pour construire ces œuvres-là. Bien, je vous souhaite toute l'inspiration. Je pense que c'est une des choses les plus fondamentales à souhaiter à une autrice comme vous, que l'inspiration soit là. Et au plaisir de vous recevoir à nouveau pour parler d'un prochain livre sous peu. Puis entre-temps, celui-là, aux éditions Goélette, La vieille maison est disponible. Madame Louise Simard, ça a été un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci infiniment. Je suis très content de bavarder avec notre auteur-compositeur-interprète, notre invité Stéphane Moreau, auteur d'un EP du nom « Dans mon salon ». Il faut dire que moi, ça remonte à il y a 10 ans que je connais son matériel. On s'était jasé d'ailleurs à l'époque avec la chanson « Sans dire je t'aime » qui avait connu un certain succès sur les ondes radio. Il est avec nous d'ailleurs pour nous parler de son nouveau EP. Salut Stéphane! Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super bien. Hey, je suis très content de te jaser, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? Parce que ça a pris un certain temps avant que tu nous arrives avec ton EP dans mon salon, là. Ben, en fait, moi, je suis de nature, j'ai toujours été chansonnier. Je me suis promené d'un bar à l'autre, j'ai fait des contrats privés, puis j'avais lancé ma compagnie qui s'appelait Un chansonnier dans mon salon. Pour moi, la pandémie a été presque une bénédiction. J'avais déjà le nom parfait pour faire des lives de la maison. Je me suis mis à faire ça. J'ai eu beaucoup de gens sur ma page Facebook qui se rassemblaient le samedi soir. On parle de jusqu'à 800-900 connexions en simultané les samedis soirs pour regarder le spectacle. Puis au fil de tout ça, les gens se sont mis à me faire des demandes spéciales. Puis as-tu des chansons à toi? Parce que moi, j'avais un petit peu remisé tout ça. Vieillir, les enfants, la famille, le travail, veux pas. On a dit, OK, on sait que c'est payant. Un beau trip, on a eu du fun. C'est ça. On sait que c'est payant, être auteur, compositeur, interprète en plus. Fait que, tu sais. C'est ça. Fait que, on dit, j'ai eu du plaisir le temps que ça a duré, puis c'est bien correct. Puis là, avec les gens qui redemandent ça, je me suis mis à réécrire des chansons. Puis de là est né le EP Dans mon salon, parce que, il y a un des extraits qui... c'est le titre d'une des chansons qu'on a lancé au début de tout ça, de l'aventure du EP. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, je fais crime, l'auteur, compositeur, interprète en moi est en train de... Au moment dans ma vie où je m'y attendais le moins, où je m'étais dit, c'est terminé, il se passe des belles choses, ça tourne. Puis, il y a un intérêt nouveau, c'est ça. Comme tu dis, il y a un intérêt nouveau, il y a un public de plus. Veux pas, les 10 dernières années, tu as des choses nouvelles à dire aussi, veux pas. Un père de famille qui travaille, la pandémie actuelle, ça rajoute des choses. Puis là, tu le fais dans un son quand même country, c'est cohérent avec ce que tu as toujours été, folk, country, tout ça. Mais quand même, pourquoi ce son country-là, tu l'embrasses à pleine bouche pour toi? De ma jeunesse, moi, mes parents écoutent du country depuis toujours, mais aussi, je suis un gars de région. Je viens de la Côte-Nord, je viens de Bécomo. Je pense que dans les régions, cette musique-là qu'on peut reproduire facilement autour d'un feu qu'une guitare, c'est plus facile à me l'approprier dans ce sens-là. J'aurais pas pu faire une musique super électro. C'est pas dans ma nature d'aller vers l'électro, le très pop et tout ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est la simplicité des chansons. Je suis pas un musicien de formation non plus, donc faire une chanson avec 14 accords, ça serait pas mon style. C'est une association naturelle pour moi d'aller vers le folk country. Puis,
aujourd'hui, le terme country est beaucoup plus large qu'avant aussi. Donc, tout ce qui devient de la chanson, un peu avec des guitares acoustiques, des sons de violon, puis tout ça, ben on est classé country, ça va avec, même si il y a 10 ans, on aurait peut-être été classé pop adulte, par exemple. Oui, mais c'est ça. Et c'est ça qui est drôle, parce que je viens, moi aussi, je suis natif de la campagne, puis je comprends très bien ce que tu évoques en disant que c'est un son quand même qui s'implante de plus en plus dans les endroits urbains comme Laval ici, parce que on voit il y a des festivals qui ont poussé un peu partout, des salles de spectacle aussi qui programment la musique country dans des centres plus urbains. Il y a un intérêt pour cette musique-là. Puis je pense que c'est pas étranger. Tu sauras peut-être me confirmer, mais au fait qu'on a une pandémie, puis que les gens, tu sais, c'est de la musique qui parle avec le cœur, c'est authentique, c'est également de la musique qui est simple, mais qui justement, on a besoin de simplicité ces jours-ci aussi dans l'air du temps, qui est un peu lourd également. Je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qui peut contribuer à tout ça, ce que j'ai évoqué. Je suis totalement d'accord avec ça. Puis aussi le fait que chanter un refrain facilement, c'est facile de se rappeler d'un refrain, puis le chanter tout le monde fort ensemble, bien, ça aussi, c'est rassembleur. Puis on fait en sorte que dans les parties... En tout cas, moi, j'aimerais ça, savoir que dans un party de famille, quelqu'un joue ma chanson, puis qu'il la chante à tue-tête, puis qu'il est content de le faire. Ouais. Puis d'ailleurs, pour les chansons dans mon salon, sur le EP, il y a une reprise de Fermer les Honky Tonk, bien sûr, de Stephen Faulkner, pour le pas appeler Cassonade, évidemment. Puis c'est un célèbre auteur-compositeur-interprète, justement, du milieu country, pour le préciser peut-être aux gens qui ne le connaissent pas, aller découvrir son œuvre. Mais pourquoi celle-ci que tu as choisie, qui est dans son vaste répertoire? Fermez les honky-tonk, barrez les portes, laissez plus jamais celle que j'aime courir la galipote. Je l'ai fait depuis longtemps. J'aimais la façon que je pouvais me l'approprier, qui soignait un peu plus. Ça frôle le rock'n'roll au travers d'un son country quand même. J'étais un homme des tavernes de naissance. Moi, j'étais tout petit, mon père m'amenait à la taverne puis il me payait un 7-Up pour que je dise à ma mère qu'on était allé là en plein milieu de l'après-midi. Tu me rassures, pour moi, fermer les honky-tonk. Il ne payait pas une 0.5 d'une bière, là, non? Non. J'avais mon petit 7-Up en bouteille, là. Puis... Mais pour moi, c'est ça, c'est fermer les honky-tonk, c'est probablement ma jeunesse, les premières fois que les femmes allaient dans les tavernes, puis tout ça, puis de dire, hey, moi, quand j'allais, j'étais petit, il y avait 1, 2, 3 madames maximum dans la place, là. Ouais. Fait que cette chanson-là me rappelle quand moi, j'allais à la taverne, puis j'avais pas le droit d'être là, puis je l'aime depuis toujours, mais c'est vrai que l'œuvre de Faulkner est gigantesque. Mais c'est celle-là que j'ai choisi de faire à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura jamais d'autres, par contre, parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et toi, tu dois avoir un char, j'imagine. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Absolument, c'est un char. Mais celle-là, elle était faite souvent aussi. Oui, c'est ça. Mais j'essayais d'aller dans quelque chose que les gens pouvaient reconnaître, parce que si on va chercher trop dans le profond d'un répertoire, il n'y a plus de référence, il n'y a plus de ça. Mais c'est ça. Fait qu'avec Fermer les honky-tonk que je trouvais, puis ça amenait un petit côté dynamique au EP aussi. Là. Faut pas faire que des ballades ou des chansons qui trottent. Là. Ça m'en prenait une qui brassait un peu plus. Oui, puis tu sais, j'ai nommé Sans dire je t'aime parce que moi, c'est une de mes préférées, mais tu sais, il y a Petit Bonhomme également qui est venu me chercher aussi. Donc, j'invite vraiment les gens à découvrir ton travail Dans mon salon. Puis, parlant de ton travail, il me reste un peu de temps pour te demander, est-ce que tu travailles justement sur du nouveau matériel? Peut-être un album plus complet que 5 chansons? Oui, c'est prévu un album complet pour printemps 2022. Je suis en enregistrement présentement. Je travaille encore avec David Champoux et son équipe. On a commencé ça la fin de semaine dernière. Ça va se faire en plusieurs séances, mais c'est le fun de travailler avec David. Puis les gens qui l'entourent sont hyper professionnels. C'est des gens qui font ça dans la vie, qui amènent leurs idées, qui sont... Puis moi, je laisse mon ego d'auteur-compositeur sur le bord de la porte parce que j'en veux des idées comme ça, j'en mange des nouvelles façons de faire, puis on modifie tout ça, on travaille ça ensemble. C'est vraiment agréable. Fait que oui, c'est prévu pour le début de l'année 2022. Cool, on surveille ça. Puis entre-temps, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, les extraits qu'on vous a fait entendre durant l'entrevue, évidemment, tous les liens sont mis au bas de l'écran au moment de se parler pour acheter ce EP Dans mon salon. Stéphane Moreau, merci. Merci à toi.
Elle est propriétaire de Global Hypnose, elle-même hypnothérapeute, notre chroniqueuse d'ailleurs, Valérie Deslandes, encore une fois cette semaine. Salut! Salut Alex! Merci d'être là. On a parlé plusieurs sphères, évidemment, de l'hypnose, les bienfaits, tout ça, peu importe les tranches d'âge. Là, on va entrer plus concrètement pour un peu les décortiquer chacune d'entre elles, en commençant par la jeunesse, donc, entre autres les enfants, les ados et les jeunes adultes, parce qu'il faut comprendre que vous intervenez d'une façon complètement différente avec ces jeunes notamment. Là. Oui, c'est une belle avenue pour les jeunes de passer par l'hypnothérapie parce que les rencontres thérapeutiquement sont complètement différentes. Avec les enfants, on passe beaucoup par le jeu. C'est-à-dire qu'on travaille avec la symbolique. Eux sont déjà dans leur monde imaginaire. Alors, c'est à nous d'entrer dans leur monde. Quand on y parvient, ça peut faire des choses complètement exceptionnelles. Ah oui? Et d'ailleurs, comment, par exemple, tu avances exceptionnel, mais qu'est-ce que ça peut faire, par exemple? Bien, on a beaucoup d'enfants là, qui viennent nous voir que les parents ne savent même pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis derrière le comportement soi-disant négatif d'un enfant, il y a toujours quelque chose qui se trouve là, un besoin non comblé ou autre chose qui ressemble à ça. Alors, bien, nous, on passe par la symbolique, par le jeu. On leur demande ça se passe où dans leur corps. Puis ce qui est intéressant en hypnothérapie, c'est que parfois, les hypnoses avec les enfants sont les yeux ouverts. OK. Puis parfois, même, les parents restent dans le bureau, puis ils comprennent pas trop pourquoi qu'on parle comme ça, par où on passe, mais ils voient bien que ça soulage leur enfant. Puis après ça, l'enfant repart avec son petit truc, qui est une image, là, souvent un peu comme une auto-hypnose, mais en plus vulgarisé là, pour les enfants. Ouais. Et ça fonctionne très bien rendu à la maison. Puis il faut comprendre aussi que le cerveau d'un enfant est complètement, il est perpétuellement en développement aussi. Donc pour vous, est-ce que la façon d'intervenir, vos techniques aussi, si on pousse un petit peu plus loin, ça change? Ou, Effectivement, dans le cas d'un enfant, le cerveau n'est pas complété, le développement. Donc oui, c'est des études spécifiques de niveau de maîtrise. C'est important pour un parent de choisir un hypnothérapeute qui a une spécialisation pour les enfants. Il est vraiment basé des études formées pour la... Ce ne sont pas les mêmes hypnoses, ce n'est pas le même langage, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et chez Global Hypnose, bien, on est 3 spécialistes pour les enfants. OK. Puis quand on regarde, par exemple, les ados versus un enfant, est-ce qu'il y a un minimum, d'ailleurs, je me permets cette question-là, mais tu sais, un minimum à partir de 5 ans, 6 ans qu'on commence, où il n'y a pas vraiment d'âge pour lequel on peut commencer à faire de l'hypnose? Dans certains types d'hypnose, on commence à 6 ans, mais en hypnose humaniste, il n'y a pas d'âge. OK. Alors, on les reçoit à tout âge. Ça peut être des rencontres très, très spéciales. Là, plus ils sont jeunes, plus c'est léger. Ça ne dure pas 1 heure. OK. Donc, on s'adapte. Il ne va pas garder nécessairement non plus son attention pendant... Non, exactement. Donc, on s'adapte à eux. Pour ce qui est des âges, tu sais, nous, on dit, là, les enfants, c'est pas des adultes miniatures. Les ados, c'est ni des enfants, ni des jeunes adultes. Les jeunes adultes ne sont pas des adultes non plus. Donc là, pour ce qui est de l'âge, bien, ouais, ça dépend toujours. Mais par contre, là, on évoquait pour les enfants, on fait des jeux, on arrive avec un ado. Parle pas le même langage, là. Non, pas du tout, pas du tout. Les ados, bien là, malheureusement, la science peut dire que ça va être la génération la plus affectée par la pandémie. Là, et puis le temps des écrans aussi, qui a vraiment été accentué avec le temps de la pandémie aussi. Il y a ça aussi, là, il y a eu de l'isolement, de la solitude, de la fuite peut-être par rapport aux écrans, oui. Puis leurs besoins sont importants. Puis eux autres, bien, des fois, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à le nommer exactement. C'est ça le rôle d'un bon thérapeute dans la vie d'un adolescent. C'est d'aller vérifier au niveau de son besoin qui est réel, il est authentique, puis il est valable, son besoin aussi. Puis pour les jeunes adultes, on parle quoi, 19-20 ans peut-être, fin d'adolescence, 17-23, mettons. OK. 17-23, les premières grandes décisions pour le reste de sa vie, là, parfois les études et tout ça. Puis avec les jeunes adultes, bien... Ce qui est bien avec l'hypnose, c'est qu'on peut aller dans des énormes sujets sans que ce soit trop gênant, comme la sexualité, par exemple, que ça leur tente pas nécessairement d'en parler avec leurs parents. Ouais. Non, et y a-t-il un sujet, justement, que ça me tente pas de parler avec ma mère, même encore dans la jeune trentaine, ça me tente pas. Puis tu sais, Alex, même quand ils ont des... Même quand ils ont des bons parents, ouverts et tout ça, bien, un bon thérapeute devient une figure d'autorité saine et équilibrée, un nouvel exemple. C'est juste bon là, de les aider dans leurs premières grandes étapes. Puis peut-être reparler en terminant parce que là, évidemment, on a d'autres chroniques qui s'en viennent. Je vais moi-même tenter donc l'hypnose. J'ai hâte de voir un peu. Puis même, je te posais la question avant d'ouvrir les caméras et tout ça, mais c'est pas vrai, là, ce tabou, ce mythe que lorsqu'on sort d'un bureau d'un
un cabinet de hypnothérapeute comme toi, par exemple, qu'on n'est pas capable de conduire. On peut conduire, Non. là. Tu vas être dans tous tes moyens et encore mieux demain, Alex. OK. J'ai hâte de pouvoir revenir avec ça. Puis on va aussi aborder la question avec un autre expert également que tu vas nous présenter bientôt, je pense. Oui, la semaine prochaine, je vous amène le propriétaire, directeur et enseignant principal du Centre canadien d'hypnose humaniste, qui est le type d'hypnose qu'on pratique chez Global Hypnose. On va pouvoir y revenir. Valérie Deslandes, toujours un plaisir. Merci à toi. Merci, Alex. En plein milieu de l'automne, il y a des tendances qu'on a évidemment remarquées. Quelles seront par contre les tendances pour cet hiver, pour le printemps à venir? Elle est de retour, je suis très content de l'accueillir à nouveau cette saison. C'est la première rencontre de cette année. C'est elle qui détient d'ailleurs tous les sujets et les recommandations qu'on a à savoir sur la mode. C'est notre chroniqueuse mode et tendances. Salut Valérie Laflamme. Content de vous retrouver. Ben merci, moi aussi vraiment. Très heureux. Puis cette année, les couleurs, ce sera encore important et aussi très populaire, je pense. Des couleurs vraiment punch. On n'hésite pas le mélange de couleurs inattendues, comme un peu le jaune moutarde avec le jaune citron, le orange rouille avec le violet. C'est des couleurs qu'on va porter de façon aussi asymétrique, donc avec une chemise un peu avec des coupes hors de l'ordinaire, avec, exemple, la chemise violette avec le pantalon orange. Jay du Temple le fait déjà très, très bien. Oui. Fait que c'est vraiment des couleurs inattendues, des mélanges qui vont tourner toutes les têtes. On l'a vu un peu cet été, c'était des couleurs un peu plus lilas, des couleurs pastel, mais là, on y va avec des couleurs punch, on donne de la vie dans les températures un peu plus froides. Ça reste ample. Ça reste ample encore, c'est comme le confort avant tout, hein. On l'a vu un peu avec la dernière année, quand on nous donne le choix, on y va avec le confort. Ouais. Ce qui m'emmène vers une autre tendance, qui est, comme j'ai mentionné, le confort avant tout, c'est le tricot. Donc, l'espèce de look mou ne reste plus dans la maison avec nos pyjamas, il sort. OK. Donc, le jogging qu'on avait, là, on en avait parlé durant le télétravail, par exemple, les pandémies, la pandémie, tout ça, durant les vagues qui se sont succédées, ça reste, là. Oui, puis ça va pas nécessairement être le jogging classique, mais là, ça va être le tricot. Donc, on va retrouver des jupes en tricot, des pantalons en tricot, avec le pull qui va, l'ensemble de tricot. Donc, on finit les boutons, les jeans pas confortables. Là, on y va avec le tricot de luxe qu'on appelle. Donc, on va avoir l'ensemble complet, le pantalon, la jupe, la veste cardigan. Est-ce que le col roulé est encore là? Bien sûr, c'est le col roulé. Il ne part pas l'automne. On sait, il faut qu'on se protège, on veut pas tomber malade. Donc, vraiment, le tricot, c'est plus nécessairement le pyjama de la maison. Il sort de notre confort de chez soi. On va au restaurant, on va bruncher avec... Donc, le look après-ski... Revient aussi. Ah ouais? Donc, le look un peu après-ski, ça va être un peu dans la même tendance, sauf que ça va être des cardigans de couleurs avec des motifs, un peu comme qu'on voit dans les films un peu rétro, quand ils vont faire du ski. Même de Noël, là, des fois, on voit des gros tricots avec motifs du rouge, du mauve, qui vont rechercher un peu les couleurs de notre autre tendance. Et tu me parles aussi sur ma feuille, parce que il y a des fois que je t'avoue que je reste à l'affût, mais c'est toi vraiment l'experte, puis le puff passe. Oui, c'est quoi ça? C'est le manteau puffer, le fameux manteau avec les puffs qu'on voit beaucoup avec North Face et tout. Ouais. Donc celui-là, il est très présent pour nos tendances de cet automne, cet hiver. On le retrouve en veste pas de manche, des longueurs super longues aussi. Il y a même la marque Super World, qui est une marque canadienne qui vient de Vancouver. Ils ont fait des mitaines, ils ont même fait les fameux masques pour nous protéger. Ben oui, avec la puff aussi. Donc, on les retrouve plus nécessairement en noir, le manteau classique. On va avoir des couleurs encore. Ça reste les couleurs, là? Oui, Dolce & Gabbana avait présenté un en léopard rouge. Donc, on y va à fond. Donc, c'est vraiment le puffer, là. On va en retrouver pour tous les goûts. Des vestes pas de manches, on va porter avec un petit coton à thé en dessous ou simplement juste pour y aller tendance. Quand même. Et tu me parlais aussi de Faites-le midi. Faites-le midi, c'est une jupe. Dans le fond, cet été, on a vu que les jupes étaient très, très courtes. Mais là, les jupes, ils s'allongent. On y va en bas du genou, juste en haut de la cheville. C'était une jupe qui était un petit peu effrayée parce que dans nos têtes de jeunes filles, on voit que c'est la jupe que notre grand-maman portait. Ça a été popularisé à une époque où il fallait pas porter trop court ni trop long, qui a démontré la cheville, le début du mollet, c'était comme juste suffisant. Mais là, on y va, c'est plus un look pour la bourgeoisie chic de l'époque, c'est un look très tendance. On en retrouve, comme je vous disais, en tricot, en soie. On peut y aller avec la jupe un peu plus serrée,
loose, à plis. Même on va Comme un tailleur, là. Exactement. On va la retrouver aussi en denim, ce qui va être très élégant pour cet automne. Et le manteau de costume, le trench coat, c'est ce que tu as sur... Pas présentement. Pas Moi, présentement. celui-là, c'est un autre... Ben, je peux vous présenter. C'est une autre tendance qui va être très populaire. C'est qu'on porte plus la jupe super court, on va porter le tailleur plus court. Chanel l'a démontré dans plusieurs défilés de mode. Ça va être... Tu sais, le tailleur, c'était un item mode qui était un peu plus pour les hommes autrefois. Maintenant, les filles se l'adaptent et le rend un peu plus féminin et sophistiqué. Donc, on le raccourcit. On va montrer un petit peu de peau sur le ventre, ce qui va être très populaire, très chic, sophistiqué. Un item masculin qu'on met un peu plus féminin. OK. Puis avec... est-ce que les épaules larges, ça reste ça aussi? Oui, ça reste. On peut le retrouver. Moi, je le porte un peu plus, les épaules larges, oversize, mais on va le trouver aussi un peu plus ajusté, qui va être tendance. OK. Parce que j'aime ça, j'aime ça voir la mode féminine qui change, qui évolue. Puis justement, le manteau de costume, si on peut en parler. Oui, le manteau de costume, le trench coat qui était vraiment popularisé par la marque Burberry en 1914. On le retrouve cet automne, on le retrouve pratiquement à chaque année aussi. C'est un manteau qui était fait un peu plus pour le mauvais temps, la pluie, un imperméable. Mais maintenant, beau temps, mauvais temps, on l'adapte. C'est un manteau très long, qui est quand même fait de large, donc il va par-dessus tous nos tenues. Qu'on le porte de façon casual, un jeans, un coton watté ou avec une belle robe, un beau talon, on peut le porter avec tous nos looks. On le retrouve de toutes les couleurs, toutes les matières. Puis je pense que le manteau style aviateur... Là, oui, exactement, c'est celui-là. C'est celui-là. Là. Oui, donc, qui est très populaire. Là, on fait la référence. Oui. Là. Homme-femme. Homme-femme, tout le monde peut le porter. C'est vraiment une tendance qui est vraiment androgène, qu'on peut vraiment porter... que soit qu'on est un homme ou une femme, on le voit ces temps-ci, on s'adapte à toutes les tendances. Les genres, On a vu Jaden Smith, le fils de Will Smith, porter la jupe midi aussi, dans des fashion shows et tout. Donc, on peut tout s'adapter nos tendances à notre façon. Puis j'avais cette question-là en terminant parce que pour toi, qui est justement quelqu'un qui est assez avant-gardiste, qui suit la mode aussi, qui a cette passion-là, mais... Je l'étends plus largement à ceux qui nous écoutent actuellement, mais tu peux peut-être être une source d'inspiration. Lorsque tu choisis un vêtement à chaque jour, est-ce que tu, dans la proportion peut-être de 0 à 10, est-ce qu'il y a, je sais pas, 60-70 % que c'est pour te sentir belle, puis le reste est de peut-être réfléchir à l'image que tu projettes ou que le désir des gens que tu souhaites qu'ils te trouvent beau ou belle, qui vont te croiser ou que tu connais, ou toi, tu penses à toi uniquement quand tu choisis un vêtement? C'est vraiment une bonne question. Moi qui est fanatique de la mode, c'est sûr que je vais essayer de suivre toujours les tendances. J'aime ça, je regarde les nouveaux looks, je regarde les défilés de mode, mais principalement, je m'habille pour être confortable, me sentir... Moi, si je me sens belle et je me sens confiante d'abord... Après, si ça se démontre, c'est ça l'important. Je pense qu'il ne faut pas adapter une tendance juste pour le plaisir que les autres la voient. Si on ne se sent pas confortable dedans, ça va se ressentir. Donc, la principale, c'est comme qu'on adapte les tendances si elles nous conviennent. La mode, c'est propre à chacun. Exact. Il y a des tendances, mais après, on les adapte pour nous. Comme toi, tu me dis, tu adores les jeans skinny. Fait que le oversize, on va pas adopter cette tendance-là, mais on va peut-être porter le skinny avec une couleur qui est tendance ou quelque chose comme ça. C'est selon toujours le gabarit, on va se le dire aussi. Oui. Je veux dire, je vais pas porter du ample quand, je mesure 6 pieds, 150 livres mouillés. Là. Oui. Donc, on se comprend que je vais porter quelque chose d'un peu plus ajusté, de skinny, dont on faisait référence. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère aussi. Je me sens confortable, mais j'adore complètement ce que tu nous donnes comme information. Un grand merci, Valérie Laflamme, et à très bientôt pour d'autres suggestions, évidemment, concernant les vêtements et tout autre, justement, article de mode dont tu es experte pour nous conseiller. Merci à toi. C'est notre experte fitness, on la retrouve. Je suis content. Vous pouvez la suivre 2 temps 3 mouvements sur nos ondes, bien sûr, son site Internet aussi. Isabelle Dominique-Cros, salut! Comment ça va, Alex? Ça va bien, content de te retrouver. Oui, pareillement, toujours un plaisir. T'as toujours ton tan, toi qui reviens de la Floride, ça paraît. Oui, je sais, puis les gens me le disent, puis vraiment, je pourrais, tu sais, ça pourrait augmenter mon ego, mais non, je reste humble. D'ailleurs, parlant d'ego, faut laisser l'ego de côté quand on veut débuter un nouvel entraînement ou quand on s'entraîne pour atteindre des nouveaux objectifs. Oui, puis c'est difficile, et je dirais même plus difficile qu'on peut penser.
pour celui qui commence et pour celui qui découvre une nouvelle passion, parce que dans les deux cas, l'ego embarque et ça peut nous enlever une partie de plaisir, tu sais, de juste lâcher prise, puis essayer quelque chose, puis oser être mauvais, oser être novice dans ce qu'on fait. Puis je parle par expérience parce que vraiment, que ce soit le domaine que je connais, disons la danse, et si je fais un cours d'un collègue, je me mets de la pression pour tout de suite le réussir, alors qu'en fait, j'y vais pour moi, pour avoir du plaisir, pour voir ce que les autres font. Donc, je dois me le rappeler constamment et je le rappelle aussi aux clients. Comment ça se passe pour toi? Bien, moi, ça se passe bien, mais aussi, ce que je pense aussi, c'est que quand on arrive, par exemple, à peut-être avoir trop d'ego, c'est qu'on peut se blesser aussi. Tu sais, ça peut mener des blessures parce qu'on pousse trop la machine, puis on fait un faux mouvement, puis ça nous amène à des blessures. Effectivement, c'est un excellent point. Des fois, quand on veut voir des résultats trop vite et là qu'on peut prendre, par exemple, des poids trop lourds ou qu'on fait tout trop rapidement et que la technique, elle n'est pas là, ou encore qu'il n'y a pas assez de repos entre les séances. Oui, certainement. Puis, c'est ça, je t'ai lancé cette question-là à la blague parce que je sais que tu es quelqu'un de très polyvalent qui est quand même habile dans plein de trucs. Alors, je suis curieuse de savoir si c'était quelque chose qui embarquait de ton côté quand tu essaies quelque chose de complètement différent. Oui, parce qu'on en jase. OK, on va en jaser. J'essayais de dévier la question, justement, parce que, tu sais, je vous disais, je vais rejeter ça sur toi. Mais oui, récemment, justement, week-end d'Action de grâce, durant la même journée, je me fais un 6 km de course. Ce que je suis habitué, c'est une courte distance parce que je fais des plus grandes distances d'habitude. Mais là, j'ajoute à ça 10 km de kayak et j'ai joué au hockey. Je suis gardien de but, donc 1h30 de hockey, assez intense la soirée même. Puis le lendemain, je me suis relevé avec des courbatures au dos, justement à cause de gardien de but. Je suis très intense aussi. C'est là que j'ai vu aussi où le côté d'ego, justement, avait certaines limites et où parfois se surmener ou prétendre qu'on en est à certains standards où on n'est pas encore arrivé à... Je vais pas me nommer athlète, mais tu comprendras en termes d'individus en forme, c'est là où j'ai un petit peu dépassé, je pense, mes limites. Puis là, je m'en suis ressenti dans les 24-48 heures qui ont suivi. T'as-tu justement un truc pour nous, pour moi aussi, qui des fois pense trop loin, qui a trop d'ego peut-être? Bien, en fait, je pense que tu en as juste profité, tu as profité au maximum de ta fin de semaine, puis ça, c'est super. Moi, les conseils que j'ai, c'est souvent essayer d'avoir des objectifs réalistes. Puis des fois, c'est un peu excessif. Puis en même temps, toi, c'était des sports que ton corps a l'habitude de faire. Alors, pour toi, c'était juste le fait que ce soit quand même une journée bien remplie. Ouais. Mais on aime ça, les journées bien remplies. Et des courbatures, ça va. C'est ce qu'on souhaite éviter, c'est les blessures. Alors, je rappelle toujours... repenser, réévaluer son ou ses objectifs. Donc, il faut que ce soit précis, réaliste également. Il faut vraiment éviter la comparaison parce que des fois, on va se comparer à des gens qui, peut-être, par exemple, si on prend ton exemple, si toi, tu es gardien de but et que tu es très, très bon, mais que c'est une ligue de garage, entre guillemets, et que tu te compares à quelqu'un qui fait ça sport-études et qui a fait ça toute sa vie, bien, tu vas prendre moins de plaisir puis tu vas te dire, bien, comment ça se fait que je suis pas aussi bon? Parce que c'est pas ta carrière première. Puis, mais on fait ça, on fait constamment ça et ça nous enlève le plaisir de juste être, tu sais, c'est comme, il y a une courbe pour apprendre et on doit se laisser le temps. Et pourquoi précipiter les affaires? Tu sais, il n'y en a pas d'urgence. Moi aussi, je le sens, ce feeling d'urgence-là. Puis on l'a vu, la photo parfaite Instagram. Tu sais, on l'a tous un peu en arrière de la tête, Facebook. Donc, parmi mes conseils, c'est ça, éviter la comparaison, vraiment être clair au niveau des objectifs, essayer des choses différentes sans avoir trop d'attentes, juste pour explorer, changer un peu la routine aussi. Si tu as l'habitude de faire du hockey et de la course, bien peut-être d'essayer quelque chose de complètement différent va être complémentaire à tout ce que tu fais déjà. Puis de s'offrir une récompense, puis tu sais là, on peut le pousser très loin, très largement. Il y en a que ça va être une poutine, il y en a que ça va être une bière, il y en a que ça va être une coupe de vin. Est-ce qu'il y a une limite quand tu... je comprends, là, on n'est pas tous comme toi, des gens qui s'entraînent et qui faisons ça comme une partie de notre vie, notre métier, mais notre carrière, mais quand même, est-ce qu'il y a une limite? Comment peut-être aussi l'aborder, cet aspect-là, pour toi? Oui, très bonne question. La limite, c'est le portefeuille. Il faut être réaliste aussi au niveau de son budget. Je voudrais pas non plus inciter les gens à s'entraîner pour aller manger quelque chose qu'ils aiment, mais qui n'est pas forcément santé. Ceci étant dit,
tout se fait dans l'équilibre et pourquoi pas une bonne poutine ou un verre de vin. Mais je dirais, allons-y avec des récompenses qui sont directement liées à ce qu'on a fait comme travail, comme accomplissement. Et c'est des petites récompenses. Ça peut être mettre un budget sur une nouvelle playlist ou une nouvelle application. Une application qu'on a déjà essayé d'utiliser. Pas, OK, je m'achète une nouvelle paire de souliers parce que là, je vais commencer à m'entraîner. Ouais. Ben, ça, c'est s'offrir la récompense avant même d'avoir vérifié si effectivement c'est le sport pour moi. Puis tu le sais, hein, on aime ça, les belles chaussures, on veut qu'elles soient efficaces. Je suis la première à choisir mes chaussures, par le look et, la fonctionnalité. Mais faut pas que, si je pense que je vais faire du yoga, je vais pas aller m'acheter la marque la plus chère, le kit au complet. Puis les gens font ça au même titre qu'ils vont s'acheter un abonnement. Puis après ça, bon là, COVID nous a permis quand même d'avoir des bons prétextes pour pas y aller. Et effectivement, on pouvait pas y aller parce que c'était fermé temporairement. Mais tu vois ce que je veux dire? Fait que j'invite les gens à pas faire non plus de shopping thérapie parce que, on peut en faire beaucoup puis on n'a pas besoin de tout ça. Alors, j'invite les gens un peu juste à penser... Quand on était plus petit, quand on était enfant, qu'est-ce qui nous faisait du bien? C'était comme un petit bonbon. Un petit bonbon à la fin de la semaine, c'est le truc de la carotte. Ouais. Tu veux avancer pour avoir la petite récompense et là, on continue. C'est comme un petit collant qu'on se donne, une tape, si tu veux, mais ça n'a pas besoin d'être cher. Ça peut être un bain chaud avec un nouveau produit qu'on aime, qu'on a acheté juste pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr que je pourrais aller m'acheter l'affaire la plus... le nouveau téléphone... Bon, ça va être cher si à chaque semaine, je me paye quelque chose comme ça. Exactement. En tout cas, c'est toujours très agréable de parler avec toi, de connaître les réalités, les motivations parce qu'il y a toujours, l'impact physique, mais aussi le côté mental, psychologique qui est important avec toi aussi et que tu nous énumères si bien. Isabelle Dominique-Roux, merci beaucoup. Merci à toi. Bon entraînement, bonne semaine. Merci, à toi aussi. Évidemment, je suis très content de l'accueillir, comme à l'habitude, Nicolas Vincent Poirier. Salut! Salut, Alex! Tu savais que, bien sûr, William Shatner, Captain Kirk, est allé dans l'espace? Oui. Je me suis demandé, toi qui es un adepte aussi de cinéma, si les Vulcains et les Klingons vont débarquer bientôt. J'espère! Je suis pas un adepte de Star Trek. Ah, t'es pas un adepte de Star Trek? Malheureusement. Mais c'est quoi t'as dit? Les Klingons et les Vulcains? Oui. Mais je ne sais pas si peut-être il a peut-être aussi parlé avec eux autres. Je sais ça des Vulcains. OK. Puis... C'est à peu près tout côté langage de ce que tu peux décoder. C'est ça. Attends, puis tu as dit les Klingons aussi. Oui. Je connais un mot en Klingon. Attends un peu. Là, je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Hey, un langage que tu connais. Vas-y donc. Kapla. Kapla? Oui. C'est quoi ça, Kaplan? Je sais pas. OK, bon. Mais j'ai déjà entendu ça, puis on m'a dit que ça voulait dire quelque chose. Je me rappelle plus du tout de ce que ça voulait dire. Puis, c'est comme ça, c'est la vie. En vieillissant, on oublie des choses. On oublie des choses. Et comme tu es plus vieux que moi, c'est clair. Mais chose certaine, d'ailleurs, en parlant de vieillir, James Bond vieillit toujours aussi bien. Les films, 25e de la franchise qui était présentée et qui l'est toujours actuellement. No Time to Die au cinéma. Qu'en as-tu pensé? Première question, l'as-tu aimé? Moyen. Moyen. Un peu plus, Je suis vexé, là. Non. Écoute, vas-y. Ils ont mis beaucoup d'efforts. Visuellement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est spectaculaire, Il y a beaucoup de bonnes idées dans le film, mais je trouve que ça a été un petit peu mal exploité. J'applaudis l'effort. Tous les acteurs étaient bons. Je veux dire, c'est énorme la pression qu'ils ont eu à faire ce film-là, parce que c'est le premier James Bond depuis le mouvement Me Too. Et disons que James Bond, mettons, il n'est plus du tout dans l'air du temps depuis, c'est ça, le mouvement Me Too, ses agissements et tout. Donc, disons que les producteurs et les scénaristes, il y avait un énorme poids sur les épaules. En plus de le film de 2015, n'a pas été très bien reçu. Oui, puis là, expliquons que, justement, on voit la place féminine, la présence féminine, et elles ont un rôle central, non seulement dans le film, mais aussi, on voit des femmes fortes. Pour ne pas commencer par penser avec l'agente 007, qui, depuis que James Bond, Daniel Craig, évidemment, a pris sa retraite, c'est une femme qui, maintenant, est l'agente 007. Alors, juste ça, c'est déjà prédominant. Tu vois, ça,
depuis quelques années, on dit, ben pourquoi est-ce que James Bond, l'agent 007, pourrait pas être une femme d'une autre ethnicité? Pourquoi est-ce que c'est obligé d'être un homme blanc? Et tu sais, je comprends très bien les producteurs, James Bond, la franchise James Bond. Bien, déjà là qu'on avait de la misère en 2005 avec Daniel Craig, un blond aux yeux bleus à interpréter James Bond. Mais je pense qu'ils ont vraiment trouvé la solution parfaite. Parce que dans le film, à un moment donné, c'est mentionné 007, ce n'est qu'un numéro. Donc, OK, n'importe qui peut l'avoir. Le nom James Bond, c'est une autre chose, mais admettons que les personnages, parce qu'il y a deux personnages très forts dans le film, une de ces deux-là commencerait à faire une série de films sur un ou ces deux personnages-là, eh bien, ça serait parfait. Vraiment, ils ont trouvé, je pense, la meilleure combinaison. Et il faut dire aussi, Daniel Craig, bon, c'est son dernier film, mais depuis qu'il a commencé en 2005, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Les univers cinématographiques. Exact. Donc, moi, ce que je pense pour l'avenir, c'est que James Bond va rester James Bond. Ça ne changera pas. Mais ce qu'il y avait besoin de créer, c'est des personnages féminins forts. Donc, spin-off. Exactement, pour faire d'autres films de l'univers. Mais on a vraiment terminé tout ce qui a rapport avec l'histoire de ce James Bond-là. Donc, est-ce qu'ils vont y aller dans le même univers ou ça va être quelque chose d'un peu plus parallèle? Bien, il ne faut pas dévoiler la fin. Sauf que ce qu'on peut dire, c'est que les portes qui étaient ouvertes, les réponses qu'on désirait obtenir en tant que cinéphile, peut-être aussi fanatique de James Bond, on les a eues avec ce film-là. Et c'est ce que j'ai pas aimé. Et c'est ce que tu n'as pas aimé, ah oui? C'est ce que j'ai pas du tout aimé parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de portes qui ont dû être fermées dans ce film-là. OK? J'embarque pas dans les détails. Le film dure 2h30 aussi, là. C'est ça, il est très, très long comme film. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Énormément de portes à fermer et c'est de la manière qu'on les a fermées que j'ai pas trouvé si habile que ça. J'embarquerai pas dans les détails, mais... Bien, on peut spécifier quand même qu'il y a beaucoup, dans ces portes refermées, l'idylle entre Madeleine, incarnée par Léa Seydoux, la comédienne, l'actrice française, et lui. Cette espèce d'histoire à l'eau de rose, pas que je n'aime pas voir, puis au contraire, on l'a déjà vanté dans d'autres chroniques, le fait qu'on avait un James Bond plus humain, beaucoup plus peut-être vulnérable, qui a des sentiments, mais là, j'ai trouvé que ça tournait vraiment dans un film avec une histoire trop à l'eau de rose. J'aimais pas le tournant que ça prenait, ce film-là, dans cette portion-là. Je trouvais aussi que ça avait trop de place et de temps d'accordé dans le film. Cette espèce d'idylle-là, histoire amoureuse-là. Je sais pas ce que tu comprends et ce que tu vois. Moi, ça m'a pas... Je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça m'a pas si dérangé que ça. Mais oui, c'est vrai que c'est très, très présent. Puis bon, d'ailleurs, ça fait grandement partie de l'histoire. On n'embarquera pas dans les détails, là. C'est vrai. Mais je trouve qu'il aurait dû, admettons, laisser un peu plus de place à... L'œil. Bon, tu sais ce que je veux dire. Oui. Pour ceux qui ont vu le film, on comprend qu'est-ce que c'est. Avoir un petit peu plus de détails sur l'œil, comment ça fonctionne et tout. Ça, j'aurais aimé voir ça. On le comprend, là, mais il me semble qu'il y aurait matière à faire quelque chose de très intéressant. Juste avec ça. Juste ça, là, ça aurait pu être une très bonne histoire de James Bond. Et une autre affaire que j'ai pas du tout aimé, c'est le méchant, sa fin. Je suis d'accord et je suis complètement... Ils l'ont forcé. Il n'y avait pas besoin de lui. Ça aurait pu être Blofeld encore une fois. Oui. Puis là où je voulais te soutenir ton propos là-dessus, c'est que je trouvais que le vilain n'était pas assez charismatique. Pourtant, Rami Malek, qui l'incarne, oui, il est bon. Je l'avais adoré évidemment, incarné Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody, mais je trouvais que c'était un vilain beige, peu charismatique, peu présent, un peu fade. Moi, ce que j'ai vu, puisque pour ceux qui sont des habitués de James Bond, on a toujours des vilains qui sont, ils sont méchants, on va se le dire au premier niveau, là, mais en qui tu crois et qui sont capables d'incarner ce côté-là noir, obscur. Et les autres anti-héros, les autres vilains des précédents volets de James Bond, je trouvais qu'ils donnaient plus de fil à retordre, étaient beaucoup plus crédibles dans leur rôle. C'est ça, physiquement. Puis tu sais, lui, bon, il est magané physiquement. OK, d'accord, on le voit, on le comprend, on le sait pourquoi, c'est beau. À cette heure, quelle est sa motivation? Elle est très simple. Oui. Elle est très, très, très simple. Mais surtout, en même temps, pas claire. Et surtout, il n'est pas censé...
je ne veux pas embarquer dans les détails, mais il n'est pas censé être quand même beaucoup plus vieux que Madeleine. Oui, aussi. Ça me mélange parce que Rami Malek est né en 81 et Léa Seydoux, elle est née en 85. Oui, elle a comme 35, 36 ans, oui. Ils ont 4 ans de différence, je veux dire, puis ça paraît physiquement. Fait que là, comme il aurait pas pu juste laisser faire ce méchant-là parce que toute l'histoire avec ça, c'est inutile. Blofeld, juste lui, encore une fois, comme vilain principal, avec toutes les portes à fermer de toute façon, ça aurait été parfait. Mais bon, en dehors de ça, visuellement, c'est impeccable. Les scènes sont spectaculaires d'action. Oui, on est au même diapason là-dessus. Et en tout cas, ça n'a pas empêché, tu le sais, les fanatiques, les adeptes de Daniel Craig, juste le nom de James Bond est une valeur sûre au cinéma. Le retour en salle massivement des gens aussi, avec les règles sanitaires qui ont été quand même allégées juste ici au Québec, il faut le noter, mais c'est pas le cas partout. Mais il reste qu'ils ont quand même terminé bon premier au box-office sans grande surprise. Là. Oui, là, tu vois, au moment où on se parle, le film a fait 326 millions à travers le monde sur un budget de pas loin de 300 millions. Et la grosse rumeur, c'était que le film devait arriver environ à 900 millions de dollars, 800-900 millions pour... entrer dans l'argent? Pour juste ça, sans faire de profit, juste entrer dans l'argent. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que juste avant... Ça va arriver, là, c'est une question de temps. Mais on peut comprendre que c'est un énorme poids sur les épaules des studios, des distributeurs, parce que juste avant que la pandémie arrive, ils avaient mis pas loin de 60 millions de dollars en promotion qui ont perdu, là. C'est ça, exact. C'est monstrueux, là. Bien, c'est des machines à faire de l'argent, on le sait. Puis là, est-ce que... Il nous reste 2 minutes, donc ça nous donne le temps de pouvoir converser. Puis c'est sûr que c'est un futur qui est assez lointain. Denis Villeneuve. Dans le domaine cinématographique. Le prochain réalisateur de James Bond. De James Bond. Moi, je prédis ça. Pas? Non, parce qu'il a été approché. Ah, il est approché? Il y a des rumeurs là, en 2017, comme il a été approché. Il y a Danny Boyle, que lui s'est rendu plus loin à la course. Et finalement, Danny Boyle a comme laissé tomber. Mais Denis Villeneuve, c'est parce qu'il préparait Dune. C'est ça. Donc, est-ce que Denis Villeneuve pourrait être le prochain réalisateur? J'aimerais ça. Bien, moi, j'espère vraiment que oui, parce que c'est le réalisateur parfait. Parce que pour faire un James Bond, il faut être capable d'amener une certaine touche, une certaine qualité visuelle. Choisir un réalisateur de James Bond, c'est un peu comme choisir un James Bond. C'est tout aussi difficile et ça ne fait pas l'unanimité, ça c'est sûr. On saurait revenir, d'ailleurs, en parlant de Dune avec Denis Villeneuve, parce que c'est une des prochaines grosses sorties hollywoodiennes et c'est un de nos cinéastes québécois les plus en vue actuellement depuis de nombreuses années aussi. De façon mondiale dans le domaine du cinéma. On saura s'en reparler. Entre-temps, No Time to Die, ce film de James Bond, est toujours disponible. Un grand merci, Nicolas Vincent Poirier, de nous en parler. Merci, Alex. Voilà, c'est tout pour cette émission. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, tvrl.ca, également notre page Facebook aussi, tout aussi facile d'accès pour vous. N'oubliez pas notre bingo. Le bingo TV Laval vous donne 3 500 $ cette semaine, dont 2 500 $ la carte pleine. Je vous dis à très bientôt. Salut.